Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Aujourd'hui, dans cette édition, le point sur les clubs sportifs de la métropole brestoise, alors que ce lundi, on saluait la victoire nationale des handballeuses. Dans le même temps, le club de hockey Les Albatros de Brest descendait d'une division. Et puis, adepte du vélo, vous vous demandez sûrement comment faire réparer votre engin. Eh bien, ne manquez pas notre reportage dans un instant. Un homard géant à l'entrée de la ville de Brest. L'image est spectaculaire. Elle annonce les festivités de Brest 2016 pour le mois de juillet. Notre invité aujourd'hui nous parlera de tout ce que le littoral a à nous offrir justement. Bonjour Marie Béguet. Bonjour. Alors vous avez été en charge de la création, je le montre, du premier atlas départemental de la mer et du littoral. Et on parlera avec vous dans un instant de toute cette mer qui nous entoure ici dans le Finistère. Et puis à la fin de cette édition, c'est l'instant coup de pouce. Pour en parler, Anne Gouérou de l'association Arseis Métal. Bonjour Anne. Bonjour. On découvre votre projet dans un instant, mais tout de suite, retour sur l'actualité de ce mardi 7 juin en Finistère et en région. Le centre d'art contemporain, le quartier à Quimper, vit sans doute ses derniers instants. La mairie a annoncé ce mardi par communiqué qu'elle mettait fin aux subventions allouées à l'espace culturel, soit 252 000 € sur un budget total de 600 000 €. L'avenir du centre d'art et des 7 salariés en CDI semble compromis, comme le confirme le président du quartier, Jean-Yves Crochemort. Ce mardi, dans un communiqué, il indique que le conseil d'administration du quartier est atterré. Ce qu'exprime aujourd'hui la municipalité est un choix politique, ajoute-t-il. L'intervention de la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, avec une aide de 20 000 € de l'État, n'a donc pas suffi à convaincre la ville de Quimper de poursuivre son engagement avec le quartier. Dans le reste de l'actualité, la visite d'Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière au centre de rééducation Kerpap à Ploemeur, dans le Morbihan. Les chiffres de l'accidentologie sont inquiétants dans le département et en Bretagne. Depuis le début de l'année, plus de 20 personnes sont décédées sur les routes du Finistère contre 15 à la même époque en 2015. Le reportage de TB Sud. Parmi les 400 patients soignés chaque jour au centre de rééducation de Kerpap, les accidentés de la route sont souvent ceux qui restent le plus longtemps. Je suis sapeur-pompier volontaire sur la commune de Pluvigny et en partant au BIP, donc le BIP a sonné sur le coup des minuit le vendredi soir. Et donc en voulant éviter un animal qui a traversé la route, j'ai donné un coup de volant sur la gauche et malheureusement j'ai heurté un arbre qui m'a propulsé de l'autre côté de la route et j'ai fini sur le toit. Donc j'étais incarcéré dans la voiture. Diagnostic, donc j'ai subi un traumatisme au niveau de la colonne vertébrale, donc dans le bas de la colonne vertébrale. L'arrivée à Kerpap s'est déroulée donc au bout d'un mois d'hospitalisation à Pontchaillou. Voilà, et donc arrivé ici le 9 février, j'ai été pris en charge donc maintenant avec rééducation 2 heures par jour quasiment. Et voilà, donc il faut remuscler énormément et puis retrouver beaucoup de sensibilité. Ce sera un gros point. Christophe fait partie des 263 blessés sur les 212 accidents survenus. Depuis le début de l'année, 12 personnes ont perdu la vie sur les routes morbihanaises. Le Morbihan n'est pas un mauvais département. J'espère cette année qu'il finira à la baisse, à la fois en nombre d'accidents corporels et mortels et en nombre de morts. Cette année, elle a mal débuté parce qu'il y a eu en janvier, en février, quelques accidents qui ont fait beaucoup de morts. Et là, les choses semblent s'être mises plus positivement. Il n'y a pas eu d'accident mortel depuis quelques semaines. En tout cas, je sens vraiment ici la mobilisation, non seulement de l'État, mais des élus et des élus dans les communes. Et ça, c'est essentiel. Donc ça me rendrait un petit peu optimiste. Plus que de la rééducation, c'est aussi un accompagnement du changement de vie qui est mis en place à Kerpap. Au-delà des blessures physiques, les patients sont guidés dans un nouveau projet de vie, d'emploi ou encore de réapprentissage de la conduite. En Bretagne, on est un des seuls centres à proposer ce type d'accompagnement. D'un point de vue global, on est même le seul pour ces patients. Et autrement, sur la France, on coopère avec d'autres établissements. Je pense notamment à Berck-sur-Mer dans le Nord. Il y a 3-4 centres. Par contre, on a une spécificité aussi, c'est d'avoir une équipe d'ingénieurs qui travaillent sur des adaptations vraiment sur mesure pour les patients. Donc ça, c'est un projet sur lequel on est particulièrement fiers, parce qu'il offre un vrai plus pour les patients. Et on veut absolument préserver cet outil-là. C'est d'ailleurs pour ça que la semaine prochaine, on va aussi lancer un fonds de dotation pour obtenir des financements complémentaires pour nous aider à rester dans l'innovation et dans la recherche. Pour continuer à faire baisser le nombre de morts sur les routes, la gendarmerie du Morbihan a annoncé un renforcement des contrôles routiers jusqu'au 17 juin.
Le sport à Brest compte de belles réussites, mais aussi des échecs, plus souvent financiers que sportifs. À l'occasion de la rencontre des joueuses du Brest-Bretagne Handball, championnes de France avec leur public, ce lundi soir, retour sur les tops et les flops du sport haut niveau à Brest avec Frédéric Lorenzo. Le bel engouement pour les joueuses du Brest-Bretagne Handball sur les marches de l'hôtel de ville de Brest. Avant la trêve de l'été, les championnes de France retrouvaient leur public brestois pour une séance de dédicace 15 jours après leur sacre à Paris en clôture de la Coupe de France. Toute la saison, les handballeuses brestoises ont été suivies par un public fidèle. Vous auriez été le 21 mai à Bercy, je pense que là c'était du feu de Dieu l'ambiance et on a mis le feu à Bercy, c'était grandiose. C'est vrai que c'est eux qui nous ont portés à un moment dans le match et quand on rentre sur le terrain et qu'on les voit tous en face de nous, on se dit qu'on ne peut pas passer à côté du match et du coup on donne tout pour eux aussi. Et il faut dire que les supporters du BBH ont de l'entraînement. Chaque match à l'Arena est une fête qui a un coût. L'année prochaine, Gérard Le Saint, principal actionnaire du club, réunira 2,5 millions d'euros de budget. Les gens veulent du spectacle, donc un match de hand, c'est 1 heure de jeu, il faut habiller la mariée, il faut que ça soit, c'est vrai, un événement. Tous les matchs doivent être des événements. À Brest, il y a le sport qui rit et puis le sport qui pleure. Les Albatros abandonnent volontairement l'élite par manque de moyens et les basketteurs de l'Étendard, rattrapés dans les filets de l'URSSAF, sont obligés de liquider leur club. Pour ce qui est des échecs financiers, vous le remarquerez comme moi, il s'agit hélas trop souvent de mauvaise gestion. C'est le cas là de l'Étendard puisque, vous l'avez remarqué, il y a des cotisations URSSAF qui n'ont pas été réglées. Et ça, c'est de leur responsabilité. Quand la collectivité met 300 000 euros dans le hockey, autant dans le basket il y a encore 2 ans et 140 000 dans le hand, un coup d'œil sur les finances n'est-il pas indispensable ? Les clubs nous présentent leurs comptes chaque année, on les examine avec eux, on a un travail très de proximité avec les équipes qui viennent nous dire, sauf que bien entendu, quand ils font face à ce type de difficultés, trop souvent, ils nous le cachent. Désormais, avec les championnes de France en handball, une nouvelle équipe, un entraîneur et un président pour le foot, l'avenir sportif de Brest parmi l'élite est prometteur, même si toutes les disciplines ne seront pas au rendez-vous. Et ce week-end, c'était la fête du vélo. Près de 3 millions d'exemplaires de la petite reine sont vendus chaque année en France. Entre vieil engin et cycle ultra moderne, à chaque vélo son réparateur. Océane Laz nous dit tout pour bien faire réparer votre vélo. Des vélos toujours plus performants, à la pointe de l'innovation. Vélos électriques et freins à disque hydraulique ont la cote, et avec le passage de vitesse électrique, plus besoin de s'embêter à choisir ses plateaux, le vélo le fait pour vous. C'est grâce à la baisse des prix que ces technologies, d'abord réservées aux professionnels, sont plus accessibles. Et pour conseiller les clients, ce magasin doit se tenir à la page de toutes les évolutions. En plus de la documentation qui nous amène, on fait des formations techniques, notamment sur une marque comme Shimano. On fait 4 formations par an. On ne peut pas aujourd'hui se dire à un client qu'on vend le vélo et ne pas lui apporter une solution technique s'il y a un problème, s'il a des questions. Mais la technologie va parfois trop vite. Des formations existent pour apprendre à réparer les cycles, mais certaines sont à la traîne. Ce gérant a accueilli plusieurs stagiaires. Ce n'était pas eux qui étaient mauvais techniquement, mais c'est qu'ils avaient appris des choses qui ne correspondent plus à la réalité du marché. Et on essaye de remonter les infos, d'essayer d'améliorer cette formation. Loin des équipements dernier cri, une association propose aux amoureux des 2 roues plus classiques de venir réparer eux-mêmes leur vélo. Dans cet atelier participatif, chacun peut se servir des outils, mais si un problème de roue voilée ou de pneus crevés vous résiste, des salariés et bénévoles sont là pour vous aider, avec un maître mot, l'échange. Une fois qu'on a appris, par exemple, à dévoiler sa roue, qu'on a appris à réparer sa crevaison, eh bien, on va l'apprendre à la personne à côté, quoi. Cette initiative didactique et plus économique qu'un réparateur professionnel plaît beaucoup, à l'image de Pascal, cycliste depuis plus de 50 ans. J'ai un vélo qui avait 20 ans, il commençait à donner des signes de fatigue. Et heureusement, je suis tombé sur cette association là, qui m'a permis en fait, de m'enseigner un peu la réparation des vélos. Chaque jour, l'association reçoit jusqu'à 10 cyclistes dans son atelier et ses membres n'hésitent pas à se déplacer dans le pays de Brest.
Un homard géant à l'entrée du port de Brest. C'est le cadeau du sculpteur Marc Morvan à tous ceux qui entrent dans la ville et notamment aux visiteurs, on l'espère nombreux, qui viendront assister aux fêtes maritimes mi-juillet dans la cité du Ponant. Le reportage de Frédéric Lorenzo. Opération de grutage peu ordinaire ce mardi matin sur le rond-point Melville à Brest. Pas de cachalot à la Moby Dick, mais un homard géant va prendre place sur cette entrée du port de commerce. À la manœuvre, le sculpteur quimpérois Marc Morvan. Le homard géant aurait dû prendre place ici en 2012 pour les fêtes maritimes. Le projet avorté prend enfin forme en 2016. 15 tonnes d'acier et toute une histoire. Oui, un homard fabriqué avec des morceaux de bateau de récupération. Le bâtimoteur du navire qui a brûlé à Kermaria à Pont-l'Abbé lors d'une émeute de pêcheurs en 1997. Des tuyères d'hélice des bateaux de casse du plan Mélic. Voilà, un homard fait avec de la récupération de bateaux, de pièces de bateaux qui va renaître en forme d'animal. C'est quand même l'histoire, le patrimoine maritime, l'histoire d'un bateau de pêche qui renaît. La ville de Brest a choisi cette installation pour le début des fêtes maritimes. L'idée, un clin d'œil aux énergies renouvelables, future activité du port de Brest, et à la faune sauvage. Explication. Un an à peu près avant le début des fêtes maritimes, un brainstorming général sur les thématiques qui peuvent être mises en place par la direction Espace Vert sur ces sites verts de la métropole. Et ici, ce sont les animaux qui viennent découvrir ce qui se passe dans leur fond marin. Une hydrolienne est arrivée, un câble se retrouve coincé dans les pinces du homard géant qui se demande bien mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je vais en faire. Des bancs de poissons et un thon géant ainsi que des crabes viennent aussi voir ce qui se passe dans ce fond marin où les énergies renouvelables sont en train de commencer à s'installer. Le montage du homard géant va se poursuivre encore ce mercredi sur le rond-point Melville. Le monstre d'acier y restera jusqu'en septembre, à moins qu'il ne décide d'élire domicile sur place. Et du homard, on en trouve dans le littoral finistérien, c'est une de ses richesses et pas la seule. Revue de détail avec notre invité. Alors Marie Béguet, vous travaillez au service espaces naturels et paysages de la direction de l'environnement et vous avez été en charge de cet atlas de la mer et du littoral, premier du genre, à l'initiative du conseil départemental. Alors c'est une vraie mine d'informations. À l'intérieur, on a 8 grandes parties, plus de 80 fiches sur des thèmes aussi différents que la population, la qualité des eaux littorales, les ports, les lits marchands et la liste est encore longue. Alors justement, ce mercredi, on célèbre les océans et on se demande pourquoi le Finistère, avec ses 1200 km de côte et ses 117 communes littorales, n'a pas eu d'atlas de la mer plus tôt finalement. Pourquoi ? Effectivement, c'est sans doute ce que se sont dit les élus du conseil départemental qui ont souhaité, dans le cadre d'une réflexion un peu plus globale sur une politique mer et littoral à développer, qui ont souhaité avoir une photo un petit peu plus précise de tous les atouts que représente effectivement le littoral pour le Finistère, qui est, comme vous le disiez, le premier département maritime de France avec 1200 km de côte. Mais voilà, ça c'est une info peut-être qu'on connaît bien, il y en a d'autres qu'on connaît moins. On va les détailler dans un instant. Juste avant de détailler justement ça avec vous, on va écouter Nicole Ziegler, élue du conseil départemental en charge de la mer et du littoral, au micro de Christophe Boucher. Le discours d'éclinisme sur un certain nombre de données, notamment de la pêche, est parfois insupportable. Donc il y a des problèmes, mais il y a un avenir pour la pêche, pour la plaisance et pour le tourisme. C'est un document de travail à destination des collectivités, des entreprises, de la recherche, des écoles, de nos collégiens qui vont pouvoir découvrir combien il peut y avoir une potentialité pour eux de travailler dans la mer et le littoral. Inciter les jeunes à pouvoir travailler dans des lieux qui sont parfois inconnus ou certains considèrent qu'on est dans le passé, or ça a un avenir. Alors on entend Nicole Ziegler, c'est vraiment le point de départ d'un travail plus important, la mise en place d'un schéma départemental. Quel est l'objectif de ce schéma justement ? Alors l'Atlas, effectivement, constitue un des éléments de cet état des lieux qui doit permettre au conseil départemental d'adopter une stratégie départementale mer et littoral qui, en fait, permettra d'avoir une meilleure lisibilité de tout ce que fait le département déjà aujourd'hui. Donc d'adapter des politiques publiques également pour les élus qui pourront le consulter. Voilà, alors ça c'est l'objectif effectivement, aussi, tout à fait, à destination des Finistériens plus globalement, des autres collectivités, de tous les acteurs du département, leur fournir effectivement des éléments d'aide à la décision peut-être et puis de sensibiliser un peu tous les Finistériens à
ces enjeux. Parce que cet atlas montre des problématiques aussi. Alors on va parler de quelques-uns des thèmes qui sont représentés. La population de ce littoral finistérien, justement, qui habite près de la mer ? Alors c'est difficile en même temps d'avoir une carte d'identité précise, d'avoir quelque chose de très homogène, parce que justement c'était aussi un intérêt de l'Atlas, de caractériser un peu plus finement. On n'a pas un littoral, on a plutôt des littoraux, mais on observe quand même ce phénomène de littoralisation qui est connu, et donc d'attractivité qu'exerce le littoral auprès de la population, puisque la moitié de la population du département vit sur ces 116 communes littorales qui représentent un tiers de l'espace à peu près. Avec des densités de population qui sont assez élevées, 238 habitants au kilomètre carré, ce qui est important par rapport à la moyenne nationale. L'âge de la population qui vit sur le littoral aussi, c'est une des données que vous avez mise en avant. Alors effectivement, on observe un phénomène de vieillissement plus important sur ces communes littorales. Alors là aussi, les différents secteurs du département ne sont pas tous homogènes à ce titre-là, mais on a certains départements qui effectivement cumulent un petit peu un vieillissement des populations, éventuellement des revenus aussi également importants, ce qui peut occasionner des pressions foncières, une augmentation du prix des terrains, avec des difficultés peut-être pour maintenir une mixité sociale et générationnelle sur ces espaces. Un vrai enjeu de politique publique, de renouer justement avec cette mixité sociale peut-être sur le littoral. Alors le littoral, c'est aussi une source de revenus importante, c'est un aspect économique très important dans le département. Qu'est-ce que ça représente pour le Finistère ? Alors, ça représente donc déjà dans l'Atlas, comme vous avez pu le voir, la plus grande partie effectivement du document, parce qu'il y a à peu près 30 fiches. On a essayé de balayer. Alors bon, on parle des ports, peut-être. Voilà, 95 ports finistériens sont parsemés sur le littoral, notamment sur la côte sud, tout à fait, principalement. Quelles sont les conclusions de l'Atlas sur cet aspect économique du département des ports ? C'est un enjeu fondamental. Alors c'est un enjeu fondamental. Il y a effectivement des ports qui sont très importants, notamment pour la filière pêche. Le Guilvinec, c'est le 3e port au niveau national. Donc ça, c'est des données que peut-être pour des gens qui ne travaillent pas en permanence sur ces sujets, peut-être ne connaissent pas. On a le port de commerce, le premier port de commerce breton, évidemment, avec Brest. Et puis, on a un maillage, en fait, assez important de ports qui permettent une mise en réseau, à la fois pour les places de plaisance et puis pour des échanges également sur les questions de trafic de pêche, qui est très important. Il y a des problématiques sur ces ports qui apparaissent, des enjeux qu'il va falloir traiter dans les années à venir ? Alors, certainement, effectivement. C'est sans doute une valorisation pour certains ports qui présentent aussi des atouts patrimoniaux importants, qui pour certains sont reconnus par un label port d'intérêt patrimonial. Et là, forcément, il y a des enjeux d'entretien, de pérennisation. C'est un outil économique, c'est un outil patrimonial qu'il faut pouvoir entretenir et maintenir en bon état. Alors la réparation et la construction navale est également un secteur important. En 2014, la Bretagne était au premier rang dans ce domaine, 4700 salariés dans le département. La concurrence est forte et menace cette activité, c'est ce qu'il y a dans l'Atlas. Comment est-ce qu'on fait pour réussir justement à contrebalancer cette concurrence ? Comment est-ce qu'on s'arme ? Alors, l'Atlas prétend pas forcément avoir toutes les réponses. On a essayé effectivement d'identifier des enjeux, des problématiques, quelques vigilances. On n'a pas forcément nous seuls toutes les réponses, mais sans doute que la mise en réseau et le travail aussi en partenariat avec les différents ports de commerce au niveau département et breton, c'est sans doute une des options à travailler. Mais voilà, encore une fois, on n'a pas forcément toutes les clés. C'est un document de travail en tout cas, qui donne une cartographie effectivement. Autre grand secteur en pleine expansion, les énergies marines renouvelables. Qu'est-ce que ça représente dans le département, ces énergies marines ? Ça représente une opportunité forcément de développement. Ça représente aussi une expérience pionnière puisqu'on sait donc que l'hydrolienne a été testée dans le Fromveur par l'entreprise Sabella. Et puis une opportunité de développement avec les aménagements qui sont prévus au port de Brest, pour lesquels le conseil départemental contribue aussi largement sur ces aménagements. Donc voilà, il y a aussi des filières de formation qui se mettent en place parce que dans cette partie économique, on évoque les questions d'innovation, de recherche, de formation qui sont très importantes aussi dans le département. Et c'est des filières qui s'adaptent en fait à l'évolution de la variété économique et qui proposent des formations également autour des énergies marines renouvelables. Donc c'est porteur d'espoir en termes d'emploi. On entendait Nicole Ziegler tout à l'heure qui parlait de discours décliniste, notamment au niveau de la pêche. C'est justement pour aller contre ce discours décliniste aussi, mieux vaut donner des chiffres, la vérité, pour éviter d'être trop pessimiste sur ce secteur, sur les secteurs qui peuvent être liés au littoral ?
C'est vrai que si l'Atlas peut contribuer effectivement à donner un peu une image plus apaisée, plus objective, c'était un peu l'idée des différents sujets qui touchent la mer et le littoral dans le département. Ça peut être effectivement un but intéressant. Et de rétablir, par quelques chiffres clés dont on parlait, le fait que la pêche finistérienne, c'est un quart de la pêche française. Avec des trafics très importants, des métiers variés. Donc effectivement, ça fait partie des objectifs, cette sensibilisation. Merci Marie Béguet d'être venue sur notre plateau. Et de la mer, on passe au feu. C'est l'instant coup de pouce. Alors Anne Gouérou, vous faites partie de l'association Arseis Metal, qui veut dire les 7 métaux. Oui, c'est ça, j'ai bien traduit. Quel est l'objectif de votre association? Je parlais de feu tout à l'heure parce que vous travaillez autour du métal, c'est ça? Oui, et le métal sans feu, ça n'existe pas. Oui, alors l'association, elle est toute récente. Elle a été créée en décembre 2015 par une équipe très variée de gens qui sont passionnés par l'histoire des métaux et l'artisanat lié aux métaux et l'art. Et donc elle est installée notamment à Locronan. Et c'est là que vous allez organiser d'ailleurs à Locronan à partir du 17 juin un événement autour du métal. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 jours, 17, 18, 19 juin? Eh bien, on va vraiment, c'est vraiment le premier grand événement de l'association, et donc on va décliner les 2 aspects qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire l'histoire, l'archéologie, et d'autre part l'artisanat contemporain et l'art contemporain lié au métal. Donc il y aura des artisans? Donc il y aura d'abord, il y aura forcément, oui, évidemment des. Si je prends d'abord l'aspect historique. L'aspect historique. Des conférences, sur l'âge de bronze. Oui. Alors on a décidé un petit peu pour ce premier événement de se centrer quand même sur 2 aspects très très particuliers. Du côté de l'histoire, on va s'intéresser à l'âge du bronze, et donc on va avoir des conférences pour nous expliquer qu'est-ce que c'est cet âge du bronze, pourquoi il est important. C'est après l'âge de pierre, on passe à l'âge de bronze, et on va essayer de faire un lien entre l'armorique ancienne et un petit peu d'autres zones géographiques. Et on a un invité, c'est la Cornouaille britannique, qui était un petit peu notre sœur jumelle au niveau géologique, et ils avaient aussi beaucoup d'étain dans leur sol, et donc ils pouvaient faire du bronze. Donc on a des invités là-dessus. On va avoir beaucoup d'ateliers d'archéologie expérimentale. Donc le public va pouvoir voir comment on fabrique de l'étain. Tester aussi un peu. Alors, essayer, c'est plus compliqué. Dans la deuxième partie, oui, parce que ça, vraiment, ça monte à plus de 1000 degrés pour couler de. Oui, le public sécurisé. Mais c'est exceptionnel à regarder. C'est vraiment magique parce que ça fait des flammes, parce que ça chauffe, parce que on voit le métal qui arrive, qui fond l'étain. En fait, on voit le sable qui devient de l'étain. Oui, c'est assez magique. Et donc le deuxième aspect après l'histoire, c'est de parler de l'artisanat contemporain et de l'art contemporain. Et là, on a un invité. Là, pareil, la Bretagne cherche à montrer, à s'ouvrir toujours. Et on a invité les couteliers de Thiers. Donc on aura beaucoup de couteliers, et là le public pourra fabriquer son propre couteau. Génial. Ou aussi rencontrer des forgerons, amener leurs vieux outils qui sont un petit peu cassés, etc. et voir comment on peut les réparer. Donc un grand échange. Alors vous avez lancé un financement participatif autour de cet événement. Enfin, c'est pour après l'événement. Vous avez besoin de 3 000 €. En quelques mots, à quoi va servir cet argent? Alors cet argent, il va servir à publier, et surtout à réaliser d'abord, avant de publier, un livret multimédia, un livret à réalité augmentée. C'est une technologie qui est assez... Loin du métal, là, hein. On est dans la technologie pure. Oui, mais on va parler du métal. C'est un support qui sert, et tout simplement, c'est un média. Un média, évidemment, ça n'est que pour faire la jonction. Et donc, grâce à ce livret, ça sera le témoin de la fête. On pourra donc à la fois lire beaucoup de choses, puisqu'il y aura au moins une 40aine de pages dans ce livret. Et avec son téléphone ou sa tablette, on pourra voir les vidéos à partir du livre. Donc les vidéos vont se déclencher de manière assez automatique avec une application gratuite que les gens pourront télécharger. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de la réalité augmentée. Évidemment, pour faire ce livret, on a besoin un petit peu d'argent, et on a donc du coup demandé au public de bien vouloir nous aider à financer ce livret. Voilà. Donc on va retrouver des petites vidéos à l'intérieur, c'est ça? Voilà, il y aura plein de capsules vidéo. Qui auront été prises à Locronan pendant la fête. Exactement, qui seront le témoin de ces ateliers d'archéologie expérimentale, qui sont donc très très visuels, témoins aussi un petit peu des conférences, de la fête. On va avoir un feu de la Saint-Jean, évidemment, parce que c'est le feu, et qu'on est très près de la Saint-Jean, et un fest-noz. Merci Anne Gouérou. Évidemment, vous retrouvez toutes les informations sur notre site internet, et on passe tout de suite au Focus Programme.
Et ce mercredi à 18h30, vous retrouvez votre magazine Chemin de traverse. Et comme toujours, le programme est dense. On regarde un extrait. Donc c'est le moment où tous les adhérents se retrouvent pour un petit moment convivial. Bon, il y a un peu de travail, hein. Vous pouvez le voir derrière, il y a une quinzaine d'adhérents qui travaillent sur ce bateau. On va s'occuper des œuvres vives d'un bateau. Les œuvres vives d'un bateau, c'est tout ce qui est dans l'eau. Et les œuvres mortes, tout ce qui est au-dessus de l'eau. Bon, alors un carénage de bateau comme la bergère de Don Rémy, c'est d'abord, il faut le mettre sur la cale prévue à cet effet, parce qu'il y a des problèmes de pollution, donc ça, il faut résoudre. Ensuite, on le nettoie, bien propre, au Karcher. Et après, on va peindre la partie sous-marine avec une peinture spéciale anti-fouling. Et toutes les œuvres mortes qu'il y a au-dessus de la ligne de flottaison, on va peindre, là en l'occurrence, en noir, parce que c'est la couleur de ce bateau-là. Merci mesdames d'être venues sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez évidemment toutes les informations sur l'Atlas de la mer et du littoral et sur Arseis Métal sur notre site internet www.tbo.bzh. Vous retrouvez également le replay sur notre site internet. Et puis nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission, même heure. Bonne soirée.